Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19 h. La pendule, notre nouvelle pendule l'affiche. Bonsoir donc à tous les personnes présentes, les conseillers municipaux. Merci à Marc qui nous filme encore et sur les réseaux sociaux ce soir en direct à l'ensemble des conseillers municipaux, aux agents. Ce soir, beaucoup d'agents. Le bureau d'études aussi de M. Poulain qui nous parlera du PLU. Voilà, donc écoutez, soyez attentifs. Allez, nous avons des sujets. Donc, je vais commencer et ouvrir cette séance du conseil municipal et commencer par faire l'appel. Donc, Monsieur Cornat. Présent. Madame Garnier. Présente. Monsieur Debiard. Présent. Madame Gauthier. Présent. Monsieur Robin. Présent. Madame Navarro. Présent. Monsieur Vandevelde. Présent. Madame Potvin. Présent. Monsieur Delattre. Présent. Monsieur Salini. Présent. Il est loin. Monsieur Dubois. Présent. Il a de la voix. Madame Defond. Monsieur Matiba, Madame Mortier, Monsieur Marcotte, Madame Ouidoug, donc donné procuration à Monsieur Cornat, elle est dans le Nord. Monsieur Éluère, Monsieur Burner m'a donné procuration. Madame Carati, Madame Parado, Madame Giovannoni, Claire a donné donc procuration à Madame Mortier. Madame Huc, présente. Monsieur Martin Docarmo. Esther Éluère, Louis Roch, Monsieur Demurger et Madame Lenoir, on n'a toujours pas de nouvelles. Voilà, donc l'appel est fait, le conseil, elle est absente donc. Oui, pas de nouvelles et absente bien entendu. Donc l'évaluation c'est fait. Le secrétaire de séance, donc aujourd'hui 16 décembre 2020, je propose à l'unanimité de moi tout seul, Madame Defond, ça sera elle. Voilà, secrétaire de séance, ça c'est fait. Donc nous passons ensuite au vote du procès verbal du dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de ce conseil? Est-ce que vous n'avez rien à dire? Voilà. Vous n'avez rien à dire? Bonjour la police. Salut Jean-Philippe. Donc écoutez, on va donc passer au vote. Qui est contre ce procès verbal? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc aujourd'hui, l'ordre du jour de ce conseil municipal, nous avons exactement 20 questions moins 2 égale 18. Je vous expliquerai après pourquoi. Première question en urbanisme. Et si je vais quitter ça 2 minutes. Débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable dans le cadre de la révision des plans locaux d'urbanisme comme prévu dans l'article L.153-12 du Code de l'urbanisme que je présenterai. La question numéro 2 en administration générale. Rapport annuel sur le prix de la qualité des services d'eau potable et de l'assainissement, exercice 2019, et ce sera M. Jean-Paul Dubois qui s'attachera à cette question. La question numéro 3, modification du montant de la redevance d'assainissement, toujours M. Dubois. En finance et budget, numéro 4, autorisation d'engager, de liquider, de mandater des dépenses d'investissement sur le budget 2021 avant le vote du budget primitif, Madame Huc. En question numéro 5, M. Cornat, fixation du montant de la redevance d'occupation domaniale à verser par la SPL Port Héracléa à la commune pour l'exercice 2020. Question numéro 6, Madame Huc, subvention exercice 2021 à compte pour le CCAS, la Caisse des écoles, la Régie des transports, l'OMC, l'Office de tourisme, le Comité officiel des fêtes et l'association RC Labé. Madame Huc, comme je le disais. Question numéro 7, subvention exceptionnelle à l'association Les Gendarmettes, Monsieur Delattre. Port et plage. Question numéro 8, rapport des administrateurs de la SPL Port Héracléa, exercice 2019, Monsieur Cornat. Question numéro 9, rapport des délégataires du service public des plages, exercice 2019, Monsieur Vandevelde. Question numéro 10, approbation de la prorogation de la délégation de service public d'exploitation des lots de plage de la commune de Cavalère-sur-Mer, encore Monsieur Vandevelde. Question numéro 11, demande de prorogation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime permettant l'exploitation de la zone de mouillage d'équipements légers, Madame Mortier. Question numéro 12, mise en œuvre de l'emplacement réservé numéro 12 prévoyant l'aménagement d'un sentier du littoral, cession amiable de terrain consentie par la SCI Harpy, représentée par Madame et Monsieur Pierre Morisset,
et c'est M. Olivier Cornat qui s'en chargera. La question numéro 13, elle n'existera pas, elle est supprimée. C'est pour ça que je vous disais qu'il y en avait deux de moins, et celle-ci est la première. Elle est supprimée parce qu'elle est supprimée. On la présentera la prochaine fois. La question numéro 14, redevance d'occupation du domaine public communal, exercice 2021, M. Debiard. La question numéro 15, autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal, consentie au bénéfice de la société Allshot Location, Mme Gauthier. Question numéro 16, approbation de la convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en taille, M. Marcotte. Question numéro 17, dénomination du sentier du littoral par Mme Promenade du Littoral, et c'est Mme Defond qui va s'y attacher. Question numéro 18, elle est retirée, donc on n'en parlera pas, elle est supprimée même totalement. La question numéro 19, approbation de la convention de mise à disposition de personnel de la commune de Cavalères-sur-Mer auprès de l'Office municipal de la culture, M. Matiba. Question numéro 20, la dernière, autorisation de la signature d'un avenant à la convention de prestation de services avec la médecine du travail AIST 83, année 2021, et ce sera Mme Paudevin. Donc nous allons commencer par la question numéro 1. Ça tombe bien, c'est pour moi. Alors, débat d'orientation sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable dans le cadre de la révision des plans locaux d'urbanisme comme prévu par l'article 153-12 du Code de l'urbanisme. La commune de Cavalères-sur-Mer est dotée d'un PLU approuvé le 10-07-2013, partiellement annulé par les jugements du tribunal administratif de Toulon du 16-06-2016 sur les secteurs ainsi annulés. C'est le PLU approuvé le 16-12-2005 qui s'applique donc aujourd'hui. La révision des PLU a été prescrite par délibération du conseil municipal le 21-09-2017. Les études ont débuté en octobre 2019. Une première réunion avec les personnes publiques associées s'est tenue le 11-09-2020 pour échanger sur le diagnostic de projet d'aménagement et de développement durable, PADD. Le PADD est une des composantes du PLU prévue par le deuxième de l'article L 151-2 du Code de l'urbanisme. Son contenu est précisé par l'article L 151-5 qui dispose notamment que le PADD définit premièrement les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. En numéro 2, les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, de développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs retenus pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale ou de la commune. Le PADD a été élaboré en tenant compte de ces éléments et s'enrichissant d'une concertation effectuée au travers de plusieurs vecteurs et supports. Ainsi, le 30-09-2020, une réunion publique a été organisée afin de présenter ces éléments à la population. En complément, des panneaux d'information sur la procédure de révision générale ont été affichés sur le mobilier urbain dédié, diffusé par le site internet et le réseau social communal. De même, un dossier relatif au PLU et aux orientations des objectifs du PADD a été publié par le magazine municipal au dernier trimestre 2020. Conformément à l'article L 153-12 du Code de l'urbanisme, il convient à présent qu'un débat soit organisé au sein de notre Assemblée sur l'orientation générale suivante du PADD. Donc là, je reviens à la présence de M. Poulain ce soir, qui représente donc le bureau d'études Poulain, et qui va donc s'occuper de nous présenter un diaporama, enfin non, un pauvre point, comme dit Patrice Vecchi, un PowerPoint, qui vous permettra de découvrir le contenu, et puis ensuite des questions peut-être seront posées et des réponses seront données si toutefois cela est nécessaire. Ça serait même bien, M. Vecchi, que nous ayons un débat puisque c'est le but du jeu, le débat. Monsieur Poulain, je vous donne donc la parole. Est-ce qu'on était un peu ou on y verra assez? On n'y voit rien. Bonsoir. Alors,
comme vous l'a expliqué Monsieur le maire, l'idée de ce soir, c'est de débattre sur le projet d'aménagement et de développement durable qui vous a été envoyé en amont de la réunion. Ce PADD, c'est le projet politique sur les 10-12 années à venir. C'est une pièce essentielle dans le plan local d'urbanisme. Cependant, ce n'est pas une pièce prescriptive. On ne peut pas s'en servir pour interdire ou autoriser des permis de construire. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de faire la liaison entre le diagnostic et ensuite les pièces prescriptives du PLU, à savoir le règlement écrit, le règlement graphique et les orientations d'aménagement. Ces pièces réglementaires, ces orientations d'aménagement vont découler en fait du projet politique, donc du PADD. Donc ce soir, il ne s'agit pas de voter pour ou contre ce PADD, c'est juste d'en débattre, de ces orientations. Ensuite, s'en suivra une phase de traduction réglementaire, et c'est au moment de l'arrêt du PLU où là, le conseil municipal devra dire s'il est pour ou contre le PLU. Donc, ce PADD, il s'appuie sur un diagnostic qui a donc été présenté à la population par ailleurs. Deux gros enjeux apparaissent sur votre territoire, c'est la gestion des zones urbaines, avec l'idée d'éviter notamment les phénomènes de surdensification tout en promouvant des programmes de logement aidé, l'importance de la nature en ville et des écoulements pluviaux, les difficultés à venir pour les logements sociaux concernant le stationnement, ou encore l'importance de mettre en œuvre une réelle intervention publique en partenariat avec le PFR PACA. Ça, c'est donc la gestion des zones urbaines, trouver une cohérence d'ensemble aux zones urbaines. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est l'évolution des éléments protégés au PLU. Vous avez notamment pas mal de demandes de la part de la population par rapport aux PLU qui sont en vigueur aujourd'hui. L'idée, c'est de voir comment on peut faire évoluer les éléments bâtis qui sont patrimoniaux, donc classés au titre du L151-19 du Code de l'urbanisme. Parce que plusieurs bâtiments en fait, ont été inscrits par le passé au regard du plan d'occupation des sols. Et c'est vrai que plusieurs personnes peuvent venir nous poser des questions en mairie et on ne sait plus pourquoi tel ou tel bâtiment a été classé. Et surtout, comment c'est réglementé. Puisque quand on inscrit un bâtiment au titre du patrimoine, encore faut-il mettre en face des prescriptions ou des recommandations. Donc ça, c'est un volet à améliorer. Il y a également l'évolution des espaces boisés classés. Je ne vous cache pas qu'on a énormément de demandes dans le cadre de la concertation à ce sujet-là. Vous avez beaucoup d'espaces boisés classés au travers du PLU. L'idée, ça va être de travailler un peu ces espaces boisés classés. Alors, il y a des évolutions qui paraissent importantes et faciles, notamment tout ce qui va être lié au réseau électrique, puisque les servitudes ont un peu bougé, donc il faut bouger un peu les lignes des EBC. Il y en a d'autres qui concernent des réservoirs d'eau, donc pas bien utile. D'autres concernent par contre des demandes de particuliers. Donc là, il y a une vaste question sur le devenir de certains EBC. À la marge, bien entendu, vous êtes une commune littorale, vous n'aurez pas le loisir de faire ce que vous voulez. Et enfin, il y a la question de l'évolution des éléments arborés, protégés, que ce soit des éléments arborés ponctuels ou au travers de protection avec des espaces paysagers. Donc on a deux enjeux, la gestion de la zone urbaine et la gestion des éléments protégés. Le PADD, suite à ça, a été divisé en trois grandes orientations. Ces orientations sont complémentaires. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'avoir trois orientations distinctes et qui s'opposent. On est vraiment sur un projet d'ensemble avec trois orientations différentes. La première, préserver le patrimoine naturel et paysager et urbain. La seconde, conforter une économie locale respectueuse de l'environnement. Et enfin, valoriser le cadre de vie local et répondre aux besoins urbains des habitants. Dans la première orientation, il y a trois objectifs à atteindre. Encore une fois, c'est au travers de la traduction réglementaire du PLU qu'on va voir comment, à terme, on pourra parvenir à les atteindre. Objectif 1.1, protéger les collines boisées, cadres naturels et paysagers du territoire, ainsi que les coupures vertes principales. Deux actions à mener, préserver l'intégrité des espaces naturels en limitant les extensions urbaines. Et action numéro 2, poursuivre les actions de lutte contre les incendies de forêt. Le PADD, en format papier ou PDF disponible, rentre un peu plus dans le détail, bien entendu. L'action numéro 2, c'est de poursuivre l'objectif 1.2 est de prendre en compte la trame bleue du territoire et les risques inhérents. Alors, ce qu'on appelle la trame bleue, c'est les corridors écologiques liés aux cours d'eau. Il s'agit dans l'action numéro 1 de protéger la mer Méditerranée de toute pollution. Action numéro 2, préserver les cours d'eau et les zones humides constituant la trame bleue du territoire.
Et l'action numéro 3, ce sera de poursuivre la gestion des risques submersion, inondation par débordement et écoulement pluvial. L'objectif 1.3, préserver les atouts paysagers de l'agglomération. Là, il y a 3 actions à mener. La première, renforcer la prise en compte de la nature en ville. C'est un enjeu important parce qu'avec la loi Allure, on a vu que la densification sur le territoire était réelle et il s'agit absolument que dans le PLU, on puisse préserver la nature en ville. L'action numéro 2, c'est de valoriser les entrées de ville. L'action numéro 3 sera de prendre en compte le patrimoine bâti. Ça nous donne une carte assez générale, à l'échelle de l'hygiène, à l'échelle du 25 millième, où on commence à repérer les espaces verts, les corridors bleus, donc c'est les corridors écologiques liés à la trame bleue, et on a repéré les éléments paysagers importants. Dans l'orientation numéro 2, conforter une économie locale respectueuse de l'environnement, 3 objectifs également à atteindre. Le premier, répondre aux besoins des commerçants et artisans locaux. 2 actions. Conforter la dynamique du centre-ville et du port pour y maintenir commerce, services et artisanat. Donc là, on vient s'ajouter à l'opération Cœur de Ville. L'action numéro 2, répondre aux besoins des entreprises disséminées en agglomération. On a la difficulté sur les territoires, généralement du golfe de Saint-Tropez, de trouver des espaces disponibles pour les artisans, puisque bien souvent, on est sur des problématiques de voisinage. Et l'idée, c'est de trouver, en partenariat avec les services de l'État notamment, des sites qui peuvent se prêter, alors soit des nouveaux sites, soit des sites qu'on va conforter, à de l'activité artisanale. C'est un vaste sujet, puisque l'idée dans le PLU, c'est vraiment de protéger tous les espaces naturels. La seule exception que l'on peut entrevoir, c'est pour des raisons économiques. Où là, il y a un réel enjeu économique. Pour tout ce qui est logement, ça peut se régler au sein de l'agglomération. Il n'y a pas de nécessité d'aller batailler pour étendre la zone urbaine. L'objectif 2.2, c'est d'accompagner le développement touristique au regard des nouvelles pratiques et des exigences environnementales nouvelles. Action numéro 1, répondre aux besoins des campings et activités hôtelières. C'est un enjeu majeur sur votre territoire. Action numéro 2, poursuivre les actions menées le long du front de mer. L'action numéro 3, développer une autre forme de tourisme en s'appuyant sur le patrimoine naturel des collines. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment un tourisme bleu, jaune des plages l'été et le tourisme vert toute l'année où les gens vont randonner dans les massifs, vraiment prennent possession de ce patrimoine majeur. Et l'action numéro 4, adapter les réseaux et les équipements aux besoins estivaux, puisque bien entendu, sur votre territoire, on a 2/3 de résidences secondaires, on a énormément de touristes l'été, donc il faut bien sûr dimensionner vos réseaux, non pas par rapport à la population à l'année, mais bien par rapport aux besoins estivaux. Et objectif 2.3, développer autant que faire se peut une activité agricole et sylvicole. Action numéro 1, conforter les projets agricoles du territoire. Très clairement, il y a 3 actions d'annoncer dans le PADD. La première, c'est sur le site du Pardigon, avec une action qui est menée par le Conservatoire du littoral. Il y a l'idée d'accompagner autant que faire se peut le centre équestre sur le territoire communal, qui existe déjà, avec un règlement adapté. Et l'action numéro 3, c'est par rapport à la maison nature et à l'espace foncin que la mairie gère depuis quelque temps. L'action numéro 2, c'est de favoriser les activités pastorales ou sylvicoles éventuelles. C'est là où on va tâcher dans le PLU de traduire le mieux possible les besoins des troupeaux et des éleveurs. Donc là aussi, une action traduite sur une cartographie avec le cœur touristique, le cœur de l'action centre-ville en violet. On voit apparaître le front de mer en bleu et les paysages naturels en vert. Troisième orientation, c'est valoriser le cadre de vie local et répondre aux besoins urbains des habitants. 3 objectifs. Premièrement, maîtriser les déplacements sur le territoire. Tout d'abord, apaiser autant que faire se peut la circulation automobile. Donc là, l'idée, c'est de poursuivre les actions qui sont déjà en cours sur le territoire. Donc c'est de poursuivre ce qui est en train de se faire sur l'élargissement de certaines voies, améliorer certains carrefours. On n'a pas de point noir sur le territoire. Le problème de la circulation chez vous, c'est un problème intercommunal.
lié à la configuration du golfe de Saint-Tropez avec une route départementale qui est bien souvent saturée, mais par ailleurs, on s'attachera dans le PLU à poursuivre les actions sur le domaine communal. L'action numéro 2, c'est de poursuivre le développement des circulations alternatives, notamment cette idée de continuer les actions sur les déplacements piétonniers pour vraiment mettre le centre-ville au cœur des déplacements piétonniers sur le territoire. Et l'action numéro 3, poursuivre la politique de création de stationnement public. Deuxième objectif, poursuivre l'accueil des ménages à l'année au sein de l'enveloppe urbaine existante. L'action numéro 1 est de viser une croissance démographique raisonnée et poursuivre la production de logements diversifiés moins consommateurs d'espace. Je rentrerai dans le détail à la diapo suivante. L'action numéro 2 est de renforcer l'action communale via l'opération Cœur de Ville et la ZAC de l'Église. L'idée, la ZAC de l'Église, hop là. Le périmètre qui a été voté pour l'instant, c'est celui-ci. Il est au nord du centre-ville. L'idée, c'est que dans ce quartier stratégique qui est entre les écoles, la crèche, l'église, l'idée, c'est de mettre en œuvre une action publique pour maîtriser le foncier et que la mairie ne se retrouve pas avec d'importants programmes sans pouvoir gérer à terme la question du stationnement, d'éventuels équipements publics, etc. On évoque pour l'instant une ZAC, ça pourrait être aussi un autre outil. Pour l'instant, rien n'est définitivement tranché, bien entendu. L'action numéro 3, c'est de prendre en compte les spécificités des différents quartiers. L'idée, c'est bien sûr de ne pas gérer de la même manière les quartiers qui sont sur les hauteurs et les quartiers qui sont en centre-ville. Donc forcément, on va distinguer les hauteurs, les densités, l'importance des espaces paysagers en fonction des quartiers. Et enfin, protéger les biens et les personnes contre les risques, que ce soit le risque feu de forêt, le risque inondation, etc. Et troisième objectif, répondre aux besoins des habitants en matière d'équipement, donc adapter le parc d'équipements collectifs aux nouveaux besoins. Et enfin, mettre en place les réseaux eau et sec nécessaires au développement communal. Alors, je fais une petite précision sur les objectifs de croissance démographique et bâti, puisqu'en fait, le projet d'aménagement et de développement durable, il doit traiter de plusieurs thématiques, obligatoire de par le code de l'urbanisme. Il peut être donc très succinct. On peut n'avoir qu'une phrase. Par exemple, sur le développement des communications numériques, on est obligé d'en parler. On peut n'avoir qu'une phrase dans le PADD, puisque de toute manière, ce n'est pas vous qui allez décider quand est-ce que le réseau va arriver chez vous. Ce n'est pas le PLU qui va changer la donne. Pareil pour les transports en commun. On l'évoque dans le PADD, c'est une obligation légale, mais en réalité, ce n'est pas le PLU qui va pouvoir changer quoi que ce soit. C'est d'autres actions par ailleurs. Par contre, le code de l'urbanisme là-dessus est très précis. Il nous faut être beaucoup plus précis sur la croissance démographique et sur la consommation foncière qui en résulte. Alors, cette action numéro 2 de l'objectif 3.2, ce qu'on évoque dans ce PADD, ce sont les points suivants. Viser une croissance démographique de plus 1%, c'est 33% de moins qu'entre 2006 et 2016, selon l'INSEE. L'idée, c'est d'atteindre une population théorique de 8 322 habitants en 2032. Ce serait donc 788 habitants de plus en 10 ans, alors que ces dernières années, on était à plus 919 habitants. Donc, on continue à croître, mais de façon plus raisonnée. On maintient une taille des ménages autour de 2 personnes par logement en 2032, soit un besoin en résidence principale de 394 logements. Ce serait à peu près 40 logements à l'année. On est bien d'accord, encore une fois, que le PADD n'est pas prescriptif. Donc, ce qu'on annonce là va nous permettre de traduire réglementairement dans le zonage et dans les orientations d'aménagement ce que les gens pourront faire ou pas sur leur terrain. On est bien d'accord que si une année vous avez 100 permis, on ne pourra pas interdire au 41e. C'est-à-dire que si on respecte le PLU, son zonage, ses orientations, il n'y a pas de souci. En partant de ça, on doit également lutter contre le phénomène de vacances. L'idée, c'est que si on arrive à résorber 10% des logements vacants, on arrive à remettre sur le marché 37 logements qui existent déjà. L'INSEE recense 365 logements vacants sur le territoire. Ça veut donc dire qu'on a besoin de créer, via le PLU, 357 logements principaux, nouveaux. Ça veut dire 35,7 logements par an. Alors c'est là où on va avoir une première difficulté dans le PLU, et les discussions, à mon avis, ne sont pas terminées, puisqu'on a un programme local de l'habitat qui, lui, vise une croissance autour de 20 logements par an.
Le souci, c'est que 20 logements par an, c'est ce qu'annonce le PLH. Vous, la réalité des chiffres, c'est qu'on est autour de 200 logements par an aujourd'hui. Donc passer de 200 à 20, techniquement, on ne sait pas faire. Donc on pourrait l'afficher dans le PADD, mais techniquement, vu que vous êtes dans une zone agglomérée, on ne peut pas déclasser les gens. Un quartier urbanisé, c'est un quartier urbanisé. Il y a certains quartiers qu'on va être obligé d'inscrire en zone urbaine ou à urbaniser. Donc la question, ça va être comment on accompagne pour freiner la consommation foncière, pour freiner l'arrivée de population et de logements, sans pour autant diviser par 10 la croissance, puisqu'encore une fois, on ne va pas pouvoir tout maîtriser. Donc là, on va avoir des discussions à venir. Hein. Encore une fois, entre 2009 et 2019, on était plutôt à 100 logements par an. Là, dans les cartons, on sait qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours sur le territoire, donc il y a une gymnastique à trouver. Sur les 394 logements principaux à créer, le programme local de l'habitat demande 38% de logements locatifs sociaux à créer. 38%, dont 30% en PLAI, 40% en PLUS et 30% en PLS. Alors, le PLU ne peut pas imposer le mode de financement, mais par contre, l'idée, c'est d'accompagner les bailleurs sociaux pour créer les logements sociaux en conformité avec le PLH. L'idée également affichée dans cette action, c'est de poursuivre la diversité bâtie avec des appartements qui doivent encore représenter 70% de l'offre à venir. C'est déjà ce qui se passe chez vous. Hein. La croissance démographique, la croissance bâtie est essentiellement portée par des projets d'appartements. On vise une densité moyenne de programme de 25 logements par hectare en compatibilité avec le SCOT. Alors, ces 25 logements à l'hectare, pour le coup, ça nous arrange un peu, puisque chez vous, vous êtes sur des projets des fois extrêmement denses. Donc, à 25 logements par hectare, on va réduire la densité à venir. 357 logements, une densité affichée de 25 logements par hectare. On atteint donc un besoin foncier théorique de 14,28 hectares. Ces 14,28 hectares, on les a déjà dans l'enveloppe urbaine existante. Donc on n'a pas besoin d'aller consommer dans les terres naturelles, on n'a pas besoin d'augmenter de façon importante la zone agglomérée, puisqu'aujourd'hui, pour moitié, ça pourra se faire avec des phénomènes de densification de parcelles bâties, soit des parcelles qui sont vierges aujourd'hui, mais situées en zone urbaine. Donc via les dents creuses ou via des phénomènes de densification, on arrivera à atteindre l'objectif de croissance affiché. Voilà. La conclusion, c'est que quand même, au regard de la capacité d'accueil des zones à urbaniser au PLU, aucun mètre carré de zone naturelle N au PLU sera consommé au profit de zones urbaines ou à urbaniser à vocation de logement. Voilà ce que l'on peut dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas travailler à la marge sur les zones urbaines, puisque l'idée, ça va être aussi d'améliorer les règlements, hein, puisqu'il y a eu vu qu'il y a eu des annulations partielles du PLU, on a des fois des lotissements qui se retrouvent aujourd'hui en zone naturelle, mais c'est construit, donc c'est pas cohérent. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir améliorer l'enveloppe urbanisée, mais le besoin en logement ne permettra pas de justifier qu'on va aller consommer X hectares dans les zones naturelles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce PADD. Alors, comme je le disais précédemment, c'est un débat. Donc, un débat veut dire questions et réponses. Donc, M. Poulain se tient à la disposition des questions qui devront être posées pour que ça soit un débat. Alors, je sais déjà que dans la majorité, quelques-uns Tu as posé des questions. Christophe a une question à nous poser. Bonsoir. Dans l'objectif, dans l'orientation 1, sur la protection contre les incendies, il est rappelé que dans l'ancien PADD, on n'avait pas pu mettre en place le développement d'activités sylvo-pastorales du fait que les terrains étaient classés en espaces boisés classés et que par nature, sur ceci, on ne peut pas permettre de pâturage. Comment, dans le prochain PLU, on pourrait régler ce problème ?
Alors, par rapport aux espaces boisés classés, la difficulté, ça va être d'obtenir leur déclassement. En fait. Alors, les EBC n'interdisent pas aux troupeaux de prêtres, prêtres. Par contre, c'est pas ça. Mais la difficulté, c'est par contre, en cas de besoin, d'aller pouvoir construire un hangar, un bâtiment agricole, parce que là, pour le coup, les EBC l'interdisent. Alors, l'idée, c'est qu'étant donné qu'aujourd'hui, l'intercommunalité a travaillé sur le pastoralisme, donc à l'échelle intercommunale, sur les plusieurs communes autour de Cavalère, l'idée, c'est que s'il y a des besoins précis, on va pouvoir aller voir notamment la commission départementale sur la nature et les paysages et les sites pour négocier à la marge que tel espace boisé classé puisse être annulé pour qu'on puisse mettre en place un bâtiment voilà, à usage pastoral. Encore une fois, la difficulté des EBC, c'est qu'on ne peut pas dessoucher, puisque ça interdit de fait le défrichement, donc on ne peut pas remettre en culture. Donc, les troupeaux peuvent passer entre les arbres, mais on ne peut pas dessoucher et remettre des prairies en place, typiquement. Voilà. Alors, des fois, ça pose problème par rapport à la défense incendie. On peut aussi avoir des projets, c'est arrivé sur des communes avec le SDIS, par rapport à des coupures, des interfaces qu'on appelle feux de forêt avec de vraies coupures, où là, on a pu déclasser des EBC, mais parce qu'il y avait une action conjointe ONF, SDIS, avec un troupeau qui allait pâturer. Donc il y avait une vraie action, donc on pouvait tout à fait justifier. Voilà. Mais ça va à voir si on y arrive. Okay. Merci. Une autre sur le risque submersion dont on parle à l'objectif 1.2. Dans le PLU, il faut intégrer le zonage pluvial qu'on avait réalisé, que la commune avait réalisé pour l'ancien PLU. Est-ce qu'on est sûr que la cartographie qui avait été faite à l'époque est bonne pour pouvoir la remettre dans le PLU, le futur PLU? Alors, concernant les études de risque, tant qu'on n'aura pas d'études contradictoires, on va être obligé, puisqu'on connaît le risque, on est obligé de garder l'emprise de la zone inondable. Il faudrait faire une contre-étude pour démontrer que sur tel ou tel quartier, on peut réduire. Ce qu'il est possible de faire, par contre, c'est de retravailler le règlement à l'intérieur de chaque zone, puisqu'il faut voir si, à la marge, on ne peut pas améliorer la prise en compte de certains enjeux, alors que ce soit hydraulique ou urbain. Par contre, la remise en cause en elle-même de l'étude, c'est forcément une autre étude hydraulique qui va venir contester les conclusions. Après, l'avantage que vous avez, c'est que c'est une étude communale. Donc, vous pouvez la retravailler. Alors qu'un plan de prévention des risques, c'est un arrêté préfectoral, et vous aurez beau avoir une contre-étude, la servitude d'utilité publique restera en place. Donc là, vous pouvez la faire évoluer. Merci. Et une petite dernière sur l'entrée ouest, sur l'objectif 1.3 qui vise à préserver et à amplifier et valoriser la nature. On met dans l'action 2 à propos de l'entrée ouest, mais de quelle manière on va pouvoir mettre dans le PLU des actions qui vont pouvoir justement permettre de valoriser ou d'amplifier les espaces verts dans la ville? Alors là, on parle de l'entrée de ville à Bonporto, avec le giratoire. L'idée, à travers le PLU, que ce soit via le règlement graphique ou des orientations d'aménagement, ça va être d'imposer justement des éléments paysagers. Ça va être également de prévoir des emplacements réservés pour que la commune puisse acquérir certains terrains. L'idée, ça va être que via la réglementation, les gens ne puissent plus faire du 100% bitumé, par exemple. Alors que forcément, s'il y a un nouveau projet, alors c'est soit un espace vert, ça ne peut pas être forcément tout 100% espace vert, ça peut être aussi 50% en construction, 50% d'espace vert, mais on peut tout à fait imposer un alignement des façades, on peut imposer des circulations douces, on peut imposer, voilà. Via l'orientation d'aménagement et via le règlement graphique, là par contre, on peut rentrer beaucoup plus dans le détail et améliorer l'entrée de ville. D'accord. Après, ça prendra du temps, par contre. Il faut le temps d'acquérir les terrains, il faut le temps de mener les actions. Merci beaucoup. Moi, je n'ai plus d'autres questions. Si c'est possible, oui, j'aurais 2 questions. On va dire que c'est un petit peu l'adjoint au développement économique et au tourisme qui s'exprime. C'est des questions qui vont être sur l'orientation numéro 2. Sur l'orientation numéro 2, on est sur conforter la dynamique du centre-ville.
Et il est évoqué d'étudier l'acquisition de locaux en centre-ville pour les mettre à disposition de commerces à des tarifs accessibles pour effectivement pérenniser une activité à l'année. Alors c'est une démarche qui est souhaitée et qui est partagée par bon nombre de communes du Golfe, mais est-ce que cette solution est possible et comment peut-on la rendre possible et est-ce que pour cela, on ne devrait pas la compléter par un droit de préemption étendu au fonds de commerce? Alors, par rapport à ce sujet, il y a deux choses que le PLU va en effet pouvoir mettre en œuvre. La première, c'est en effet d'annexer au document d'urbanisme un droit de préemption urbain qu'on appelle renforcé, qui permet donc à la commune d'acquérir des locaux commerciaux. On peut cibler, par contre, ce droit de préemption urbain renforcé, on va cibler certains quartiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire sur toute la commune, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des piles de dossiers à gérer au quotidien. Donc ça, il faut cibler où est-ce qu'on le met. La seconde action qui peut être mise en place dans le PLU et qui s'avère quand même assez efficace dans le temps, c'est de geler sur le long de certaines rues la destination des rez-de-chaussée. Donc on va par exemple interdire le changement de destination à des fins de logement. Oula, vous voulez que j'enlève mon masque? En fait, au fond, on ne vous entend pas trop. Ah, pardon. Donc, si vous, Voilà, j'enlève mon masque. Allez, j'enlève mon masque. Donc, par rapport au commerce, je disais... Ah oui, on entend mieux. Hein. Donc, le PLU peut tout à fait définir le long de certaines rues ou dans certaines zones la vocation des rez-de-chaussée. Donc, typiquement, ce qu'on va interdire, c'est le changement de destination pour du logement. Donc, en figeant la destination économique ou de service public des locaux au rez-de-chaussée, déjà de fait, on évite que des propriétaires mettent le locataire dehors et puis transforment le bien en logement ou en garage. On va vraiment garder la vocation économique. Donc déjà, ça c'est un plus important, parce qu'on sait très bien qu'il vaut mieux avoir un local fermé pendant 1 an ou 2, et ma foi, avec une action communale ou autre, on pourra le réouvrir. Une fois que c'est transformé en logement, c'est terminé. Et on ne le retrouvera pas. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut bloquer. Il y a après le droit de préemption urbain renforcé qui permet à la commune, quand elle peut financièrement, d'acquérir certains locaux. Et après, il restera la dynamique du quotidien avec soutenir autant que faire se peut les commerces. Voilà. D'accord. Très bien. Et j'ai une deuxième question, toujours un petit peu dans cette orientation de comporter une économie locale. Ça concerne l'objectif 2 et l'action 1, donc c'est répondre aux besoins des campings et des hôteliers. En fait, notre territoire, il souffre véritablement d'un déficit hôtelier. Et qu'est-ce qu'on peut prévoir, ou comment le PLU peut répondre à ça, et qu'est-ce qu'on peut faire avec le PLU pour permettre ce genre de pallier à ce déficit, quoi. Alors, par rapport au camping et hôtels, il y a 2 actions là aussi que l'on peut envisager. La première, c'est d'avoir des zonages adaptés. C'est déjà ce que vous avez pour les campings. Hein. Il y a des zones de camping où clairement les propriétaires ne peuvent pas faire autre chose que du camping. Donc ça permet de garder la vocation camping. On peut tout à fait envisager ce type de secteur pour des hôtels aussi. Hôtels existants notamment, pour éviter un changement de destination. Éviter que demain, l'hôtel ferme et puis vous ayez un immeuble à la place. Ensuite, l'autre action, c'est que dans le PLU, on va essayer d'être le moins limitant possible, puisque si un nouvel hôtel va se créer le long de la mer ou autre, qu'on puisse accompagner les nouveaux projets. Donc il y a 2 actions. La première, essayer de maintenir ceux en place et d'éviter le changement de destination, encore une fois. Et deuxième action, avoir un règlement adapté pour de nouveaux projets. Que vous ne soyez pas obligé de modifier votre PLU tous les 6 mois. Très bien, merci. Peut-être dire à ce moment, effectivement, la volonté, après les questions que Jean-Pascal a posées, donc la volonté de travailler sur les entrées est et ouest, on va dire, avec Pardigon et la mise en place de la possibilité de l'agriculture. Aujourd'hui, le PLU ne le permet pas, donc la volonté à travers le PFR. Excusez-moi, la volonté à travers le PFR, je pensais l'avoir allumé, de porter ce projet à Pardigon et puis d'installer, de réinstaller ce qui existait par le passé, qui n'est plus autorisé aujourd'hui, à travers le PLU. Ensuite, effectivement, sur l'entrée ouest, donc côté Bonporto,
travailler aussi sur, comme on le disait, les espaces verts pour aussi que nos entrées de ville soient attirantes. On le retrouvera d'ailleurs dans le SCOT, hein, ce sont des volontés aussi du SCOT, qui est le grand PLU intercommunal qui va gérer un petit peu la direction des PLU communaux. Voilà, cette volonté. Ensuite, pour aussi rebondir sur les deux questions de Jean-Pascal, la volonté, effectivement, de sauver le commerce. On s'aperçoit aujourd'hui, et puis la période, malheureusement, n'est pas propice en ce moment au niveau de l'économie et de nos commerçants. Ça pourra vraisemblablement entraîner, enfin je ne l'espère pas, je ne le souhaite pas, mais peut-être des arrêts de travail, hein, je veux dire, de travail d'activité commerciale. C'est important, Cavalère ne pourrait pas le supporter. Elle est déjà assez saisonnière et il ne faut pas qu'elle ne le devienne encore. Et pour être attractif, il faut qu'on puisse y trouver tout ce qu'on vient chercher. Et pour qu'on n'aille pas forcément ou dans les autres communes. Alors on ne va pas non plus bannir les autres communes, mais aller très très loin dans les centres commerciaux. Donc voilà, essayer de garder nos clients. Donc c'est la diversité de ce qui sera proposé qui permettra de garder nos clients sur place. Tu parlais des hôtels, Jean-Pascal. Les hôtels, c'est important, sans citer de nom. Dans l'instant, avec le service de l'urbanisme, nous sommes interrogés par un hôtelier qui a cessé son activité. Donc c'est exactement le cas. Donc se pose à moi la question, donc il me dit de toute façon moi j'arrête, je ne peux plus, c'était insupportable. Donc j'ai reçu ce monsieur fort sympathique, j'ai reçu son comptable. Effectivement, l'activité n'est pas viable de la manière où elle est exercée aujourd'hui pour différentes raisons et ça on ne va pas les évoquer aujourd'hui. Donc se pose à moi deux questions. La première, est-ce que je lâche et qu'on ne sanctuarise pas cette zone et que demain, déjà vous êtes tous cavalérois. Je crois que les hôtels à Cavalère ne font pas légion. Hein, juste, je le dis souvent, je crois qu'il nous en reste 8 aujourd'hui à Cavalère. Il y en a 54 au Lavandou. On a la même population. Donc, c'est juste un peu le parallèle qu'il faut faire. Peut-être 54, c'est trop, mais assurément 8, c'est pas assez. Voilà. Donc, on a un travail à faire. Donc, je reçois, je crois demain d'ailleurs avec Sylvain, les personnes. Mon discours sera j'assumerai totalement, hein, je vais certainement me fâcher avec des personnes, de sauver l'activité hôtelière, même si elle doit être fermée, comme vient de dire M. Poulain, pendant 1 an, pendant 2 ans. Mais si demain je valide que cette activité puisse péricliter, ça veut dire que forcément un promoteur arrivera, forcément un immeuble de plus se construira, et en finalité on perdra un hôtel. Voilà. Donc c'est des cas comme ça que nous avons à gérer au quotidien. Donc l'obligation de sauver cette activité, parce qu'un hôtel de moins, c'est de l'activité en moins, de l'attractivité en moins et des commerces qui seront impactés. Et puis pour les commerces, là aussi, donc il y a des études qui ont été faites, des modèles qui ont été mis en place. On ne peut pas acquérir qu'un fonds de commerce parce qu'on ne maîtrise pas le loyer des murs. Hein. Demain, imaginons que la ville vienne acheter des fonds de commerce avec un propriétaire qui demande des sommes astronomiques en loyer des murs. Ça servirait strictement à rien parce qu'on ne pourrait rien ni poser de manière définitive. Donc, là encore, on n'ira pas, bien entendu, chercher le commerçant qui n'a pas à vendre, mais celui qui éventuellement pourrait vendre, la commune pourra être le premier à pouvoir s'interposer dans une vente pour que, encore une fois, ça ne périclite pas, pour qu'on ne retrouve pas, comme le disait M. Poulain, un appartement dans une zone d'activité où là, ça serait, encore une fois, si on vient casser cette dynamique économique, ça serait, à mon avis, encore une fois, irrémédiable dans l'activité économique de la ville de Cavalère, et comme dans toutes les villes d'ailleurs. Voilà, c'est ce que nous essayons de rechercher à travers ces différentes modifications qui ne sont pas faciles à porter, hein, encore une fois, parce que c'est toujours, quand on réfléchit à quelque chose dans sa globalité, on a toujours peur de venir léser quelqu'un. Hein. Je veux dire, je reviens au monsieur qui viendra me voir demain ou après-demain avec ce monsieur qui a un certain âge, qui dit « moi j'ai fini ma vie, je veux vendre et je veux mon argent ». Donc lui qui vende à un promoteur ou à un hôtelier, en fait il s'en va, il quittera Cavalère. Il veut dire, aujourd'hui il n'a pas d'intérêt, son seul intérêt est de vendre pour pouvoir toucher son argent, pour pouvoir vivre. Alors on l'entend, encore une fois, moi je suis tout à fait d'accord avec cette démarche, je le comprends, mais le maire que je suis a le devoir, je dirais impopulaire, à ce moment-là, de se poser alors,
comment pourrais-je dire, pour gérer le temps, le maître du temps, en se disant est-ce que j'ai le droit aujourd'hui de prendre une décision qui impactera le demain, et puis surtout j'ouvre la porte à quelque chose que je ne pourrai jamais plus refermer. Le deuxième hôtelier qui viendra me voir pour me dire écoute, moi aussi j'ai une belle proposition, je serai obligé à ce moment-là d'aller dans ce sens-là. Voilà. Donc aujourd'hui c'est toutes ces choses-là et beaucoup d'autres qu'on retrouve à travers cette présentation du jour, et c'est toutes ces questions auxquelles on devra répondre de manière le plus intelligente possible, en sachant qu'on ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas les règles non plus. Hein. On se bat à travers la révision sur les dernières lois que les gouvernements nous ont pondues et qui nous obligent à des choses dont on aimerait bien se passer, mais sur lesquelles il faut travailler, combattre, sans trop. Parce que je rappelle aussi que quand on vient contrarier la volonté de l'État, on se fait attaquer le PLU, et puis là, eh bien, on pourrait... Enfin, de toute façon, on se le fera attaquer. Hein, on se fera attaquer, si ce n'est pas par l'État, ça sera vraisemblablement par des associations qui trouveront qu'on fait trop ou pas assez, comme toujours. Hein, je ne crois pas qu'il y ait un PLU qui n'ait pas été attaqué, donc je crois que je me trompe pas. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un savant équilibre de choses qui ne sont pas simples à faire et qu'on fera en concertation avec tous les acteurs. Voilà, donc aujourd'hui, nous recevons, M. Moussina reçoit des tas de courriers avec des doléances qui sont acceptables pour certaines, défendables, intelligentes, je dirais, que je qualifierais d'intelligentes, d'autres qui le sont moins, qui sont beaucoup plus personnelles et qui, aujourd'hui, ont un terrain en pleine nature et décident qu'ils voudraient bien y construire un cours de tennis ou un hôtel 4 étoiles. Non, j'exagère en disant ça, mais ce n'est pas possible. Voilà. Donc, nous irons défendre aussi, devant la commission des sites, M. Poulain en a parlé quelques minutes aussi tout à l'heure, les projets qui nous semblent défendables pour que les cavalerois qui viennent nous le demander puissent obtenir des échanges, des petits bouts. Enfin voilà, ça sera des discussions âpres certainement. Il ne faudra pas qu'on en demande trop, parce que si on vient avec une liste au Père Noël, je crois qu'on risque de se faire retoquer dès le départ. Par contre, si en amont, on a travaillé avec le bureau et qu'on est sûr qu'on a des chances de pouvoir les défendre et qu'elles ne sont pas trop nombreuses, on arrivera certainement à obtenir des avancées qui nous permettront en tout cas d'avoir un PLU plus équilibré et qui correspondra en tout cas aux cavalerois. Alors, plus trop de béton, hein, on est tous d'accord. Alors, je reviens toujours sur le côté le maire a signé. Non, le maire, à travers un règlement d'urbanisme, avec les amendements du gouvernement, finit par signer un permis de construire qui, des fois, auquel il ne peut pas s'opposer. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Voilà, donc c'est un numéro d'équilibrisme qui nous permet ou qui ne nous permet pas des fois de faire ce qu'on voudrait totalement, avec des mesures aussi qui sont prises. Au dernier conseil municipal, on a voté aussi l'augmentation des taxes dans certains quartiers pour un peu freiner les promoteurs ou du moins leur rendre le sac un peu plus lourd pour qu'ils puissent être un peu moins à l'aise pour venir déposer des immeubles. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui seront faites, en tout cas dans ce sens, M. Moussina Henri, parce que les promoteurs ne sont pas contents. Et puis tant pis. Voilà, donc on essaie de trouver les bonnes mesures à toutes ces problématiques. Voilà. Je voulais faire ce petit point. D'autres questions? Oui. Céline. Bonsoir. Dans l'orientation numéro 3, l'action numéro 1, viser une croissance démographique raisonnée et poursuivre la production de logements diversifiés, moins consommateurs d'espace. Il est souhaitable que la croissance bâtie ralentisse. Comment c'est possible? Avec quels outils? Alors, c'est là où on a alors, le premier souci, c'est que, en dehors des chiffres théoriques que l'on voit, que ce soit le programme local de l'habitat ou le schéma de cohérence territoriale, un PLU ne peut pas déclasser des zones urbanisées, desservies par les réseaux. Voilà. Si tout va bien en termes de réseau, on ne peut pas déclasser comme ça des zones, très clairement. C'est-à-dire que le retour contentieux là-dessus est assez clair. On a le tribunal administratif qui ne suit pas. Ce qui nous pose d'ailleurs problème, parce que des fois, pour être compatible avec le document supracommunal, on est obligé d'annoncer des chiffres. Voilà. Donc, pour y parvenir, sans toucher à l'emprise globale des zones, puisqu'encore une fois, on ne va pas pouvoir trop les réduire, l'idée, ça va être de travailler sur l'emprise au sol des constructions, la superficie des espaces paysagers que l'on va imposer. Il y a d'autres outils comme les coefficients de biotope qui existent également.
Autre outil qui existe et qu'on peut mettre en place de manière intéressante chez vous, ce serait également des corridors écologiques, puisqu'on a le long des cours d'eau, on peut tout à fait imposer des mesures supplémentaires en termes d'espace vert, en termes d'écoulement hydraulique également. Donc, on va pas travailler forcément sur la superficie des zones, mais à l'intérieur de ces zones, dans le règlement, comment on met en place des garde-fous pour préserver. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, par contre, l'idée, ça va être de travailler différemment, bien entendu, des quartiers qui sont déjà urbanisés à 100%, déjà imperméabilisés, qui sont en centre-ville, et des quartiers qui sont sur les hauteurs, hein, dans les collines, avec un impact paysager important, avec une question sur la desserte, avec une question sur les espaces naturels, les écoulements. Donc on ne va pas les gérer de la même façon, bien entendu. Mais ça va être un travail assez fin sur le règlement écrit. Et du coup, j'ai une deuxième question, donc toujours dans l'orientation 3. Créer de l'habitat social pour les actifs locaux. Donc là, toujours avec quels outils? Et comment créer du logement locatif social pour répondre donc aux besoins de la population cavaléroise? Alors, pour la question des logements sociaux, très clairement, il y a deux grandes actions à mener. La première, c'est de dire que pour toute opération supérieure à tant de mètres carrés, on va imposer un pourcentage minimal de logements sociaux. 30%, 40% selon les quartiers. Donc ça, l'idée, c'est que le privé va porter une partie des besoins. Ça, c'est un premier outil. Le second outil, qui met beaucoup plus de temps à émerger, c'est lorsqu'on va mettre des emplacements réservés. Alors, souvent, il y a le PFR PACA qui vient en aide à la commune pour acquérir les terrains. Ça va être de mettre en place également des secteurs de mixité sociale. Donc on peut dire aussi sur certains quartiers, bon bah là on veut du 50% de logements sociaux, on veut du 100% de logements sociaux. Voilà, donc il y a deux actions à mener parallèlement. Une action qui va être coercitive pour le privé et une action publique. Voilà. Et c'est l'un des enjeux du PLU, ça va être de démontrer que les outils mis en place permettront de répondre aux 38% attendus par le PLH. Le principal quand même intérêt sur au-delà, les logements sociaux, au-delà de l'importance pour accueillir une population qui n'a pas forcément les moyens d'accéder au parc privé chez vous, l'autre avantage, c'est que forcément, on va s'orienter sur des logements résidents à l'année. En fait. Donc, quand un programme sort aujourd'hui, en fait, on a beau afficher, nous, dans le PADD, qu'on veut tant de résidences principales, en fait, on ne maîtrise absolument pas quel type de résidence va arriver. Ça peut être des résidences secondaires, des résidences privées, ça, on ne peut pas gérer dans le permis ce qui va se faire. Les logements sociaux, on sait que ce sera des gens à l'année. Donc c'est intéressant aussi pour la commune d'avoir certains quartiers sur lesquels on impose des secteurs de mixité sociale. Merci. Encore peut-être là 2 mots sur la gestion après maintenant 6 ans, 7 ans, 6 ans de mandat, cette complexité à gérer le social et le privé. La cohabitation qui est très difficile, tout semble rose sur le papier. Alors d'un côté, ce que disait M. Poulain, c'est pas des volontés, enfin ce ne sont pas des volontés de la commune, c'est quelque chose qui descend en cascade et qu'on nous impose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la communauté de communes n'est pas encore carencée, mais le sera vraisemblablement bientôt, avec des obligations de logements sociaux en termes de pourcentage. Et si toutefois nous n'y arrivons pas, et nous n'y arriverons pas, parce qu'aucune commune n'y arrive, avec des compensations financières qui nous seront demandées de l'ordre de millions d'euros par an. Ce n'est pas une fois 1 million d'euros, ça peut être, je sais que Carqueran parlait de 1,2 million, je crois, ou 1,3 million qu'il doit verser chaque année dans son budget, qu'il prend de son budget, ou il ne le met pas dans les routes ou dans la construction de quoi que ce soit pour pouvoir payer cette amende, puisque c'est une amende. Voilà. Et puis après, ce qui est aussi difficile, et encore, je le prends avec beaucoup de recul, mais c'est simplement le fait d'y être aujourd'hui et de le gérer au quotidien, et puis de recevoir des cavalérois qui, pour certains, ont acheté des appartements à 5, 6 000 euros du mètre carré, et des fois se retrouvent avec à côté d'eux, sur le même palier, donc des logements sociaux, avec des personnes qui, elles, viennent, alors pour quelques-unes, parce que ce qu'il faut savoir, que je prends l'exemple du dernière attribution, 12 appartements, je crois qu'avec Céline, on a pu en avoir 4 ou 5, je ne sais plus, de mémoire. On en avait, au départ, nous,
Oui. Voilà. Et après, on en a attribué 6 sur les... Voilà. Sur les... Donc, c'est vrai qu'après, en discussion avec le département ou le conseil départemental, on arrive à récupérer des attributions et on y met des gens qu'on connaît. Et on en revient à ce que disait M. Poulain, on installe des gens qui en ont vraiment besoin. Par contre, les 6 autres ou les 7 autres, ce sont des gens qui nous arrivent de Lyon, de Paris, de la Seine, de Marseille, et qui viennent, et en général, quand on les envoie, c'est qu'on peut-être on les déplace d'un endroit où on n'avait plus envie de les avoir. Et là, ça crée un réel problème. Un réel problème d'abord d'intégration, de deux, encore une fois, alors d'intégration eux-mêmes, mais d'intégration aussi par rapport aux gens qui, je répète, entre ceux qui respectent un lieu, parce qu'ils l'ont acheté 6 000 € du mètre carré, puis ceux qui arrivent en location, qui le regardent un petit peu plus tranquillement. Voilà. Donc c'est encore un réel problème, il ne faut pas se voiler les yeux. Alors on a cette obligation et on le fait, encore une fois, c'est comme en ce moment, port du masque, pas port du masque, on est le dernier maillon de l'État qui doit faire respecter la loi. On en parlait avec Esther tout à l'heure. Alors il y a le citoyen, le maire, je disais à Esther, le maire qui fait appliquer à la lettre ce que monsieur le préfet me demande, citoyen qui a aussi une vision qui peut être aussi différente. Voilà, donc avec des gymnastiques toujours très, très difficiles à mettre en œuvre. Donc les logements sociaux, bien entendu qu'il en faut. De toute façon, ils ne seront imposés par l'État. Mais encore une fois, le modèle n'est pas facile à trouver. Et puis, j'ai envie de dire, si des fois on nous regarde, peut-être qu'il faudrait que les mairies puissent avoir au moins toute l'attribution de tous les logements sociaux qui sont créés pour au moins pas se voir imposer des gens qui nous viennent de droite ou de gauche qu'on ne maîtrise jamais et qui souvent, encore une fois, je peux vous dire, c'est ceux qu'on retrouve dans des problématiques. Voilà, donc c'est toujours, c'est quelque chose dont je voulais un peu parler. Donc l'obligation qui nous est faite et le devoir qu'on a de mettre en place des logements sociaux pour des gens qui le méritent, qui ont malheureusement pas la possibilité d'acheter ou de payer cher un loyer. Et d'un autre côté, cette incompréhension de celui qui a acheté et qui se trouve avec quelqu'un qui respecte pas forcément le lieu. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais une frange, et souvent, les gens qu'on ne connaît pas ne respectent pas le lieu, puisque de toute façon, le lieu, ils n'y ont pas vécu, ils ne le connaissent pas, ils n'y sont pas nés. Donc, ils ont tendance à moins bien s'y tenir. Voilà. Je voulais aussi dire 2 mots, même si j'étais un peu long là-dessus. Donc, la complexité de la mise en œuvre de l'étude et de la finalité d'un PLU, avec les contraintes qui nous viennent un peu de partout, qu'on doit gérer, voilà, ne sont pas toujours simples en mettre en œuvre. Et puis en plus, nous ne sommes que des humains, je dis souvent, et donc l'humain a le droit de se tromper. On ne doit pas se tromper beaucoup, mais on essaiera en tout cas avec M. Poulain et avec qui ça se passe excessivement bien, de faire au mieux pour qu'on sorte quelque chose qui ne soit pas retoqué par l'État, qui nous permette d'aller rencontrer je trouve pas le mot, les sites, dites-moi, la commission des sites, qui aussi nous donnera ou le droit ou pas le droit de déclasser, de reclasser. Voilà. Donc tout ça, c'est pas bien simple. Voilà. Donc en tout cas, du boulot et bientôt, peut-être un mot sur Sylvain, sur la finalité, puisque peut-être on nous posera la question, autant le dire aujourd'hui sur la finalité du PLU, quand on peut espérer, après tout cet enchaînement, pouvoir avoir un nouveau PLU à Cavalère. Alors, bon, déjà, on est dans un schéma assez ambitieux, parce qu'à l'origine, on avait une ambition de sortir le PLU sous 20 mois, ce qui est extrêmement ambitieux, parce que traditionnellement, on est plutôt sur un délai de 3 ans et demi. Le souci, c'est le Covid, qui a été un aléa qui a complètement chamboulé cet échéancier. Alors, en temps normal, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas trop embêté, quand même, on prospère assez vite dans les travaux. C'est vrai que chaque mois, en fait, on franchit un palier. On a pris du retard. Mais bon, si tout va bien, notre souhait maintenant, c'est que le PLU puisse être approuvé sur le 2e trimestre 2022. Voilà, en restant sur notre ambition d'origine. Oui, voilà, c'est notre aléa, donc le SCOT qui est très chahuté par les services de l'État. Donc voilà, parce que nous, on avance, si vous voulez, on a temporisé nos travaux du PLU par rapport au SCOT. On a attendu qu'il soit suffisamment abouti pour éviter d'avoir un document à devoir refaire, à rafistoler 1 an après son approbation. Donc on a attendu. Le problème, c'est qu'on a commencé nos travaux avec on va dire les directives du SCOT, en fait, le cadre qui nous imposait, pour lequel on doit être compatible. Et le souci, c'est que ce cadre-là, il se retrouve chahuté
par le préfet. Donc, du coup, voilà, on verra si de quelle façon le SCOT peut être amendé ou évolué. On devrait avoir plus de visibilité vers fin 2021. Donc voilà, en espérant qu'on n'ait pas à reprendre nos travaux autour du PLU. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Donc ça ne se vote pas. C'était juste... voilà. Vous l'avez vu, le débat, je pense, M. Vecchi, il a existé, le débat? Et il est bon. Voilà. Donc je répète juste encore une fois que le SCOT est le PLU intercommunal au-dessus et chaque PLU de chaque commune doit avoir un sens avec le SCOT. Autrement, ça ne pourra pas fonctionner. L'État ne le laisserait pas passer non plus. Donc comme le SCOT est chahuté, c'est compliqué pour nous aussi de trouver là aussi la bonne solution et la bonne carburation. On va passer à la deuxième question, longue la première, les autres devraient être beaucoup plus courtes, en tout cas je le souhaite. Donc la deuxième, c'est le rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l'eau potable et de l'assainissement de l'exercice 2019, et c'est Jean-Paul Dubois qui s'y attelle. Bonsoir. Les articles L 2224-5 et D 2224-1 du CGCT disposent que le maire est tenu de présenter à son conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et du service public d'assainissement collectif et non collectif destiné à l'information des usagers. Dans les communes ayant transféré l'une ou moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, comme c'est le cas à Cavalaire-sur-Mer, le maire présente également au conseil municipal, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessous mentionnés, complétés le cas échéant par un rapport sur la compétence non transférée. Ces rapports comportent notamment les comptes retraçant la totalité des opérations effectuées pour assurer le service public, de même que les indicateurs techniques et financiers prévus aux annexes précitées et sont mis à disposition du public. En matière de service public d'eau potable, la ville de Cavalaire-sur-Mer a délégué la compétence gestion des ressources en eau, production et distribution d'eau potable à la communauté de communes de Saint-Tropez, qui a donc adressé à la commune son rapport annuel d'exploitation du délégataire qui a été approuvé lors du conseil communautaire du 12 octobre 2020. En matière de service public de l'assainissement non collectif, le SPANC, la ville de Cavalaire-sur-Mer a délégué la compétence SPANC à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, qui a donc adressé à la commune son rapport sur le prix et la qualité du service de l'assainissement non collectif qui a été approuvé lors du conseil communautaire du 12 octobre 2020. En matière d'assainissement, la ville de Cavalaire-sur-Mer a conservé en régie directe la compétence entretien et gestion des réseaux d'eau usée. Elle a en revanche transféré au syndicat intercommunal à vocation multiple, le SIVOM du littoral des Morts, la compétence traitement des eaux usées, au sein duquel elle a pu ainsi, avec la ville de la Croix-Valmer, se doter d'une station d'épuration performante. À des fins de clarté et de transparence, un rapport unique a été établi conjointement par le service assainissement de la ville de Cavalaire-sur-Mer et le service traitement des eaux usées du SIVOM du littoral des Morts, conformément aux articles précités du Code général des collectivités territoriales. Il vous est donc proposé de prendre acte des pièces suivantes. Le rapport d'activité et compte administratif exercice 2019 de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, approuvé au préalable par le conseil communautaire du 12 octobre 2020. Le rapport d'activité et compte administratif exercice 2019 du service traitement des eaux usées du SIVOM du littoral des Morts et du service assainissement de la ville de Cavalaire-sur-Mer, approuvé au préalable par le comité syndical du 25 juin 2020. Il vous est d'autre part proposé d'approuver les rapports suivants. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable, exercice 2019, produit et transmis par la CCGST après approbation du Conseil communautaire du 12 octobre 2020. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif, exercice 2019, produit et transmis par la CCGST après approbation du Conseil communautaire du 12 octobre 2020. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement, entretien et gestion des réseaux, traitement pour l'exercice 2019, préalablement approuvé par le Conseil d'exploitation de la Régie du service de l'assainissement en sa séance du 24 novembre 2020. Voilà.
Avez-vous des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question numéro 3, toujours Jean-Paul Dubois, modification du montant de la redevance assainissement. Par délibération du Conseil municipal du 31 mars 1998, la redevance d'assainissement des eaux usées avait été modifiée en instaurant une prime fixe et une part proportionnelle dont les montants étaient fixés respectivement à 400 francs, soit 60 € par an, et à 3,50 francs par mètre cube potable relevé. Le montant de la part proportionnelle avait été modifié à 2,80 francs par mètre cube, soit 0,40 € par mètre cube, le 31 mars 2000, par délibération du Conseil municipal. Ensuite, le 28 janvier 2011, les montants avaient été fixés à 59,60 € par an pour la part fixe et à 0,35 € par mètre cube d'eau potable prélevée pour la part variable. Pour finir, le 17 décembre 2012, les montants avaient été fixés à 60 € par an, soit 15 € par trimestre pour la part fixe et à 0,43 € par mètre cube d'eau potable prélevée pour la part variable. Depuis la fin des travaux d'extension de la station d'épuration intercommunale de Pardigon en 2006, des fuites sur les ouvrages n'ont cessé de se produire. Une expertise judiciaire a été réalisée pour déterminer les responsabilités de chacun. Cette procédure et les travaux de réfection des ouvrages ont entraîné des dépenses importantes non maîtrisables qui ont au final été prélevées sur le budget d'assainissement communal. Cette situation avait rendu nécessaire d'augmenter les montants de cette redevance le 22 mai 2014, portant la part fixe à 80 € par an, soit 20 € par trimestre, et la part variable à 0,52 € par mètre cube. Une fois les travaux terminés et un accord financier trouvé avec les différents responsables, le 6 avril 2017, les montants de cette redevance avaient été réduits à 60 € par an, soit 15 € par trimestre pour la part fixe, et à 0,43 € par mètre cube d'eau potable prélevée pour la part variable. Le 12 avril 2018, de manière à conserver un budget équilibré, une nouvelle baisse de la part variable a été mise en œuvre en la réduisant à 0,35 € par mètre cube d'eau potable prélevée. Ces fixations tarifaires, de même que les reprises d'excédents décidées pendant la même période, ont été faites en prenant en compte les dépenses d'exploitation et d'investissement à court terme identifiées au préalable. Dernièrement, la commune a engagé un travail de mise à jour de son schéma directeur d'assainissement en vue notamment de localiser les apports d'eau claire parasites sur le réseau collectif. Celui-ci va nécessiter la programmation de travaux à court et moyen terme. De plus, a été décidé l'acquisition d'une nouvelle hydrocureuse. Afin d'assurer le financement de ces nouvelles charges, il vous est proposé d'augmenter la redevance d'assainissement à 72 € par an, soit 18 € par trimestre pour la part fixe, et à 0,50 € par mètre cube d'eau potable prélevée pour la part variable. À titre subsidiaire et informatif, il vous est indiqué que le transfert prochain de la compétence assainissement à l'EPCI nécessitera une harmonisation à terme des prix du service à l'échelle du territoire. Cette décision d'augmentation indépendante de cet objectif permet d'anticiper cette démarche. Avez-vous des questions? Bon, nous allons procéder au vote. Peut-être deux mots. Oui. Juste vous dire que sur les 12 communes de la communauté de communes, nous sommes la mieux placée. Enfin, il y a une seule commune dont les prix sont moins chers que nous. Les 10 autres sont jusqu'à 2 fois ou voire plus de notre prix. Donc on est voilà. Donc, et puis rajouter aussi que vous l'avez vu à travers la lecture de Jean-Paul, suivant les investissements et les problématiques, les contentieux, il a fallu faire des travaux tout au long de ces années et on a ajusté à chaque fois. On a ajusté, ou mes prédécesseurs ont ajusté le prix en conséquence pour pouvoir venir pour pallier à ces problématiques. Donc là, un schéma directeur, le besoin d'aller chercher les eaux parasites, c'est-à-dire les eaux de pluie qui s'introduisent dans les mauvais orifices et qui, en finalité, sont traités. Donc, au plus on traite d'eau à la fin, au plus ça coûte cher. Donc, au moins, au plus on arrive à les canaliser et à les envoyer du bon côté, au moins on traitera et au moins ça coûtera cher. Voilà, donc l'idée est de rénover tout ça, de préparer l'avenir, lié toujours au PLU. Donc, plus de personnes, il faut travailler encore mieux. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on vient encore rectifier ce prix
Et puis, vous dire aussi qu'à travers la communauté de communes, quand elle le reprendra, comme Jean-Paul l'a dit dans le dernier paragraphe, il faudra encore venir unifier tous ces prix. Et là, vu que nous sommes de loin presque les moins chers, l'augmentation sera forte. Donc aujourd'hui, cette petite augmentation permet de rééquilibrer déjà un petit peu mieux. Mais on reste toujours largement en dessous des prix de la communauté de communes. Et quand je dis largement, c'est très, très, très largement. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci Jean. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Merci Jean-Paul. Donc la 4e question, ce sera donc Marie-Céline Huc. L'autorisation d'engager, de liquider, de mandater des dépenses d'investissement sur le budget 2021 avant le vote du budget primitif. Bonsoir. Préalablement au vote du budget primitif 2021, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2020. Afin de permettre les dépenses d'investissement du premier trimestre 2021, le conseil municipal peut, en vertu donc toujours de l'article L. 1612-1 du CGCT, du Code général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2020, hors remboursement de la dette, soit au total un maximum de 1 4070 €. Il vous est donc proposé d'autoriser, Monsieur le maire, à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement 2021 dans la limite et selon la répartition suivante. Donc, on prend le budget 2020 sur les immobilisations incorporelles, 92 900 € inscrits au budget 2020, crédit un quart 2021 que font 23 225 €. Pour les IMO corporels, 609 680 €, budget 2020, un quart crédit 2021, soit 152 420 €. Les immobilisations d'encours, budget 2020, 3 313 700 €, crédit 2021, au quart 828 425 €. Donc, par rapport à ce rapport, donc ces crédits seront inscrits bien sûr au budget primitif 2021. Avez-vous des questions? On peut procéder. Donc, s'il n'y en a pas encore deux mots, juste pour dire, pour le fonctionnement, que tout le monde comprenne, c'est quelque chose de récurrent, ça se fait chaque année, ça se fait de partout. Donc, on vote notre budget au mois d'avril, il faut bien qu'on puisse payer ce qu'on va faire entre, on va dire, le 1er janvier ou le 4, je ne sais plus, et puis le mois d'avril. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans toutes les communes, sauf celles qui votent les budgets avant la fin de l'année. Ça se fait aussi dans certaines communes, mais toutes celles qui font comme nous sont bien obligées de disposer d'argent pour pouvoir faire tourner notre commune. Voilà, je voulais le rajouter. Merci, Marie. Tout à fait, Philippe, comme à l'accoutumée avant le 15 avril de l'année en cours. Qui est contre? Qui s'abstient? Le vote est donc, le budget est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Marie-Céline. Donc, question numéro 5, Monsieur Corona, fixation du montant de la redevance d'occupation domaniale à verser par la SPL Port Héracléa, donc à la commune de Cavalère, pour l'exercice 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La commune a délégué à la société publique locale SPL Port Héracléa le service public du port par contrat de concession approuvé par délibération numéro 81/2018 du 5 juillet 2018 et signé le 6 juillet 2018. L'article 4.8.1 de ce contrat détermine les modalités de versement d'une redevance d'occupation du domaine public par la SPL Port Héracléa. Le montant de cette redevance annuelle a été fixé à 650 000 € hors taxes par notre délibération 81/2018. Toutefois, l'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire ponctuée de périodes de confinement et donc par d'importants ralentissements économiques. Celle-ci a eu un impact sur le chiffre d'affaires de la société. De ce fait, conformément à l'article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, il convient de revoir à la baisse le montant de la redevance d'occupation pour cette année. Il vous est ainsi proposé de réduire de 20% le montant de la redevance 2020,
la portant ainsi à 520 000 € hors taxes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Olivier. La question numéro 6, de nouveau Marie-Céline Huc, subvention exercice 2021 à compte pour le CCAS, la Caisse des écoles, la Régie des transports, l'OMC, l'Office de tourisme, le Comité officiel des fêtes et l'association du RC La Baie. Chaque année, notre Assemblée vote la répartition des subventions aux associations et établissements publics fin mars. Le mandatement de ces subventions ne peut donc intervenir qu'après cette date. Or, l'Office municipal de la culture, l'Office du tourisme, le Comité officiel des fêtes et l'association Racing Club de la Baie ne disposent pas de trésorerie suffisante pour pouvoir mettre en œuvre les premières actions prévues dans leur programme pour l'exercice 2021. D'autre part, les 3 établissements publics locaux, à savoir le CCAS, la Caisse des écoles, la Régie des transports, n'ont pas de trésorerie suffisante pour régler les salaires de leurs agents au premier semestre de l'année. C'est pourquoi il vous est proposé de voter dès à présent un acompte sur les subventions qui seront attribuées à ces associations et établissements publics afin que les mandatements soient effectués courant janvier. Ces acomptes détaillés, donc je vais vous les lister, seront déduits du montant des subventions de l'exercice 2021, bien évidemment, qui seront votés en même temps que les budgets primitifs, soit avant le 15 avril 2021, comme nous le disions. Pour le CCAS, c'est un montant de 700 000 € qui est demandé, la Caisse des écoles, 200 000 €, la Régie des transports, 100 000 €, l'OMC, 100 000 €, l'Office de tourisme, 150 000 €, Comité officiel des fêtes, 50 000 € et l'association Racing Club de la Baie, 16 000 €. Le règlement de ces acomptes sera donc imputé sur les comptes 657 361, 657 362, 657 364 et 657 4. Bien sûr, les crédits seront inscrits au budget primitif 2021. Avez-vous des questions ? Donc, on peut procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le règlement de ces acomptes est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Marie-Céline. Donc là, nous arrivons sur la question numéro 7. Je vais demander à Madame Potvin, elle s'en va, de sortir. Donc, nous allons traiter la subvention exceptionnelle à l'association Les Gendarmettes. Et c'est Michel Delattre qui s'en occupe. Bonsoir. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. 2 étudiantes de Cavalère ont créé une association dénommée Les Gendarmettes, dans le but de participer au rallye raid humanitaire étudiant 4L Trophy 2021. Cette action humanitaire, conduite par mademoiselle Camille Potvin et Jade Schumann, permettra la scolarisation d'enfants marocains par l'apport d'équipements sportifs et scolaires, ainsi que le financement de la construction de salles de classe et de blocs sanitaires. À cet effet, une demande de subvention exceptionnelle a été adressée à Monsieur le maire pour financer une partie des frais liés à ce rallye raid humanitaire. Afin d'aider financièrement l'association qui représentera la ville de Cavalère-sur-Mer, Monsieur le maire propose le versement d'une subvention exceptionnelle de 500 €. Avez-vous des questions? Donc c'est moi qui dis quelque chose. Donc comme vous l'avez vu, j'ai demandé à Anne Potvin de sortir, que ce soit transparent, parce que une des 2 jeunes filles est sa fille. Alors juste pour dire, pour faire un petit peu de passé, ça a été fait plusieurs fois depuis que je siège, notamment d'ailleurs une première fois pour le fils d'une conseillère municipale de l'époque, Madame Chokiewicz, dont le fils faisait la Midi Transat. On l'a fait aussi pour pareil, cette même course pour 2 jeunes cavalérois. Et ensuite, on l'avait fait aussi pour je ne sais plus, pour Déborah, oui. Et une course de rallye aussi. Voilà. Donc on l'a fait déjà
à quelques reprises. Voilà, donc je voulais vous le dire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce sujet? En contrepartie, bien entendu, on demandera de la communication sur le véhicule. Et puis les gendarmettes, peut-être. Pourquoi les gendarmettes? Parce que c'est une 4L et puis c'était la voiture un peu fétiche des gendarmes à l'époque. Voilà. Merci Michel. Ok, ben on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, je vous remercie. Anne, tu peux venir. Donc, Monsieur Cornat, numéro 8, rapport des administrateurs de la SPL pour Héracléa, exercice 2019. Conformément à l'article L. 1524-5-14e alinéa du Code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportés à la société publique locale. Il vous est par conséquent proposé d'approuver le rapport établi par les administrateurs de la SPL Port Héracléa pour l'exercice 2019 et de donner quitus à ceux-ci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Monsieur Vecchi, c'est un rapport. Est-ce que je le mets au vote, sachant que le mois dernier, il y avait le même rapport et on ne l'a pas mis au vote? Donc, on le met au vote. OK. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Olivier. Passons à la question numéro 9. Philippe Van de Velde, rapport des délégataires du service public des plages exercice 2019. Bonsoir. Donc, comme chaque année, les délégataires du service public des plages doivent rendre les comptes donc, en fin de saison. Je vais quand même éviter de vous inonder de chiffres. Je vais vous donner les résultats d'exploitation de chacun. L'arrêt au club, résultat d'exploitation, moins 705. Le club, moins 14 926, avec un ratio de rentabilité de moins 5,17%. La plage de Tamaris, ratio de rentabilité 6,79, résultat d'exploitation 43 557. Le lot Voie-Fou Club, résultat d'exploitation moins 6 212, ratio de rentabilité moins 17,85. Plage du Soleil, ratio de rentabilité 7,57, résultat d'exploitation 7 900. Les Trois Pins, résultat d'exploitation moins 2318, ratio de rentabilité moins 1,17%. Le Bellini Plage, exploitation 16 173, rentabilité 3,60%. Le Marina Viva, l'exploitation 21 341, rentabilité 8%. Le Bombini Beach, résultat d'exploitation moins 13 385, ratio rentabilité moins 4,90%. Pardon. La Terre de Sable, exploitation 61 420, rentabilité 17,25%. Le Dauphin Plage, exploitation 48 111 euros, rentabilité 7,38%. Le Pardigon Plage, résultat d'exploitation moins 9 338, rentabilité moins 5,36% pour l'année 2019. Avez-vous des questions? Ce n'est pas un vote si mes souvenirs sont bons, c'est juste de prendre acte de ces sommes-là et de ces rapports financiers de ces 12 lots de plage. Avez-vous quand même des questions? Merci. Merci Philippe. Question numéro 10, c'est toujours toi. Approbation de la prorogation de la délégation de services publics d'exploitation des lots de plage de la commune de Cavalères-sur-Mer. Bon, effectivement, par délibération du 25 mai 2020, le conseil municipal demande à l'État la prorogation de la concession de la plage naturelle à échéance au 31 décembre 2020 pour une année supplémentaire. Cette demande est accordée par arrêté préfectoral le 4 septembre 2020. Donc, il vous est proposé d'accorder aux exploitants actuellement en activité une année supplémentaire d'exploitation de la délégation de service public
qui leur a été consenti sur la base d'un avenant à leur sous-traité de plage pour porter son terme au 31 décembre 2020. Et ça concerne les 12 lots que je vous ai énoncés précédemment avec les rapports financiers. Avez-vous des questions? Sachant qu'en 2022, l'ensemble des lots auront une nouvelle attribution aussi. Peut-être dire que ça fait 2 ans qu'on proroge. L'État n'a pas pu nous sortir le cahier des charges en temps et heure, donc 2 prorogations consécutives pour que les exploitants continuent à pouvoir exploiter, que le service soit continu. Voilà. Et puis, comme le disait Philippe, une délégation qui partira avec un premier dossier début d'année, je ne sais pas exactement quand, mars, avril, enfin voilà, début d'année, où les candidats pourront répondre pour postuler donc, à la continuité du service sur l'ensemble des lots de plage de la ville de Cavalère. Voilà. Le dernier sous-traité donc aura une durée effective de 8 ans. Ah, moi j'ai 8. Ah, le dernier Précédent. Oui, il y aura 6 et 2. 6 et 2, 8 ans. Il s'arrêtera bien au 31 septembre 2021 pour l'ensemble des lots. 31 décembre, autant pour moi. Pas de questions? Qui est contre? Qui est pour? Sabotage. Merci Philippe. Donc la question numéro 11, Carole Mortier demande de prorogation aussi de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime permettant l'exploitation d'une zone de mouillage et d'équipement léger. Bonsoir à tous. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Depuis de nombreuses années, la commune de Cavalère s'est engagée dans une stratégie de mouillage pour réguler l'ancrage des navires, afin d'une part de veiller à la protection des herbiers de Posidonie et d'autre part de prévenir les conflits d'usage avec les activités de loisirs nautiques très présentes dans la baie. Dernière autorisation en date pour une occupation raisonnée, l'arrêté interpréfectoral numéro 155/2011 du 19 août 2011. Par cet arrêté, la commune a été autorisée à occuper le domaine public maritime pour le renouvellement de la zone de mouillage et d'équipement léger, le SMEL. D'une superficie de 6,5 hectares, cette SMEL permet en effet à la commune d'exploiter 85 postes de mouillage de navires de plaisance du 15 mai au 30 septembre. Autorisée pour une durée de 10 années à compter du 19 août 2011, cette autorisation arrive à terme l'an prochain. Une réflexion prospective doit être conduite sur la configuration de la prochaine zone, notamment eu égard à l'évolution des pratiques du nautisme et à la répartition des mouillages sur les différents sites créés dans le périmètre d'intervention de la SPL Héracléa, d'une part, et au-delà par les communes littorales voisines, proposant également de tels services. En effet, la gestion et la réalisation des travaux d'installation, d'entretien et de réparation des zones de mouillage et d'équipements légers, créées ou à créer par les communes actionnaires, est une mission dévolue à la SPL Port Héracléa, créée par délibération du conseil municipal du 6 novembre 2017. Dans l'attente d'une réflexion conjointe sur l'opportunité du renouvellement, il est proposé de demander la prorogation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour une année supplémentaire à compter du terme de l'autorisation actuelle en vigueur. Le conseil municipal délibère, article 1, demander à l'État la prorogation d'une année de l'autorisation accordée à la commune pour la création d'une zone de mouillage et d'équipement léger et de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime s'y rapportant à compter du 19 août 2021. Article 2, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à cette demande. Et article 3, d'inscrire les crédits nécessaires au paiement de la redevance afférent sur le budget principal de la commune. Avez-vous des questions? Donc deux précisions. Simplement dire qu'on était au Lavandou aujourd'hui avec le syndicat des communes du littoral varois. On a longuement parlé de ces SMEL. Alors Cavalère le pratique depuis maintenant longtemps. Je dirais, Olivier doit s'en souvenir mieux que moi, mais au début des années 2000, je pense, ou un truc comme ça,
20 ans. Donc on était précurseurs. Ça avait été initié par Louis Fouché. À ce jour, les communes nous copient. La commune du Lavandou est en train de Lavandou, excusez-moi. Oui, de Lavandou aussi d'ailleurs. Mais du Rieul Canadel en a ouvert une l'année dernière. C'est prévu aussi sur le Ramatuel. Le but est, vous l'avez compris, d'organiser pour qu'on ne vienne plus jeter son encre et puis détruire la Posidonie. Donc ce but est respecté. L'État durcit d'ailleurs ses amendes. Il doit y avoir un micro, mais l'État durcit ses amendes en cas de prise sur le fait des plaisanciers ou de récidive. Et le but est d'organiser tout ça. Pourquoi on demande aussi un an de plus, le temps de réfléchir à tout ça? Simplement pour vous dire que la plaisance évolue, qu'aujourd'hui on a 85 possibilités d'ancrage, enfin d'ancrage sur Cavalère, et que c'est peut-être plus le bon nombre. On s'aperçoit aussi qu'on ne le remplit pas forcément, qu'on n'a peut-être pas non plus les ancrages en conséquence des bateaux qui nous demandent de passer chez nous. Donc on doit revoir ça, calibrer cela mieux. L'année dernière, donc cette année qui vient de passer, n'a pas été une année test à cause de la Covid. Donc on n'a pas réussi à optimiser tout ça. Donc l'idée est de la retravailler, certainement avec un petit peu moins de place et certainement un petit peu plus grande. C'est la demande en tout cas de la plaisance pour répondre en tout cas à ce qui nous est demandé et travailler à ce qu'il n'y ait pas de problème puisqu'on vient collecter les déchets. Enfin voilà, on vient tout faire pour que... Et puis aussi le rajout de bouées connectées qui permettront de tout savoir sur les bateaux qui viennent s'accrocher à nos bouées. Voilà. Et je rajoute aussi que nous avons voté hier en conseil d'administration l'achat d'un bateau dédié aussi aux allers-retours entre cette zone et le port pour justement essayer d'optimiser au mieux ce que le plaisancier demande quand il vient se positionner sur notre ZMEL. Voilà, c'était pour ajouter ces quelques mots. Merci et on peut passer au vote. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Carole. Question numéro 12, Olivier Cornat, mise en œuvre de l'emplacement réservé numéro 12 prévoyant l'aménagement d'un sentier littoral, cession amiable, terrain consenti par la SCI Harpie, représenté par Madame et Monsieur Pierre Morisset. L'épisode météorologique survenu les 23 et 24 novembre 2019 ayant affecté l'ancienne voie des chemins de fer de Provence a également endommagé les ouvrages de certaines propriétés longeant le domaine public maritime. Dans le cadre de la reconstruction de sa clôture, la SCI Le Gard-Laban a été contrainte de procéder à son recul. Ce recul était justifié par la mise en œuvre de l'emplacement réservé inscrit au plan local d'urbanisme, grévant les propriétés riveraines de l'ancienne voie des chemins de fer de Provence. Dans le prolongement de la SCI Le Gard-Laban, la commune s'est rapprochée de la SCI Harpie, représentée par Madame et Monsieur Pierre Morisset, afin de poursuivre l'élargissement de l'ancienne voie des chemins de fer de Provence au droit de leur propriété. L'emplacement réservé grève une superficie approximative de 50 m² à détacher de la parcelle identifiée au cadastre sous la référence BN numéro 65. Nonobstant cette emprise, il convient de souligner qu'un ponceau est existant au droit du ruisseau se déversant sur la plage, ruisseau faisant limite entre les parcelles BN numéro 65 et BN numéro 66. Cet ouvrage couronné par des pierres en serpentine sera également transféré au bénéfice de la commune. Cette cession est consentie amiablement par le propriétaire à l'euro symbolique non recouvrable. Sa mise en œuvre nécessite toutefois le déplacement de la clôture existante comportant un mur de soutènement. La commune procédera au déplacement des ouvrages et à leur réimplantation au droit de la nouvelle limite impliquant la démolition de la clôture existante et la construction du mur de soutènement avec les piliers du portillon. La saisine du domaine étant obligatoire uniquement pour les acquisitions amiables d'une valeur supérieure ou égale à 180 000 €, les services de l'État n'ont pas été consultés dans le cadre de cette opération. Il vous est donc proposé l'acquisition de la parcelle cadastrée section BN numéro 65P d'une superficie de 50 m² à l'euro symbolique non recouvrable consentie par la SCI Harpie. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Merci Olivier. Question numéro 13, elle est annulée, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc nous passons à la 14, et c'est monsieur Jean-Pascal Debiard qui va vous parler de la redevance d'occupation du domaine public communal pour l'exercice 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Le barème des redevances d'occupation du domaine public communal, institué conformément aux articles L. 2213-6 et L. 2331-4, alinéa 8 et 10 du Code général des collectivités territoriales, avait été modifié par délibération du 10 décembre 2019. Pour l'exercice 2021, il vous est proposé d'augmenter les tarifs 2020 de 1% afin de tenir compte de l'inflation constatée sur les années 2019 et 2020. Avez-vous des questions? Pas de questions, donc je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Jean-Pascal. Numéro 15, Madame Gauthier, autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal consenti au bénéfice de la société All Shot Location. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. La SAS All Shot Location a sollicité la commune pour obtenir une autorisation d'occupation temporaire du local communal de 115 m², faisant partie du bâtiment public dénommé Base Nautique, au droit de la plage du centre-ville. Ce local était précédemment mis à disposition de la SAS Flyboard Paradise avant d'être exploité dès 2018 par la dite société. L'autorisation précédemment délivrée à son bénéfice est arrivée à échéance au 31 décembre 2020. Cette fin d'occupation aurait dû coïncider avec la fin de la concession de la plage naturelle de Cavalère. En effet, si le local est intégré au domaine public communal, la terrasse en permettant l'accès est aménagée sur le domaine public maritime, son exploitation ayant été consentie par délégation du service public au bénéfice de l'association Aéroclub de Cavalère. Suivant les dispositions de l'avenant numéro 6 approuvé par arrêté préfectoral du 4 septembre 2020, la concession est prorogée à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2021. La procédure de mise en concurrence pour l'exploitation du domaine public maritime est donc différée. Afin de ne pas obérer la future exploitation des lieux par un titre d'occupation de longue durée consenti à une entreprise commerciale, il est proposé de mettre à disposition ce local une année supplémentaire au bénéfice de la SAS All Shot Location, représentée par M. Frédéric Carrère. Ce local était précédemment occupé pour le stockage et la maintenance des véhicules nautiques à moteur. À titre expérimental, pour la saison 2021, il est autorisé d'adjoindre à cette activité principale une activité secondaire de mise à disposition de paddles électriques pour compléter l'offre d'activités nautiques. Il est proposé une redevance annuelle de 10 500 € toute taxe pour cette occupation. Les droits et obligations de la convention prendront effet à sa signature avec comme échéance le 31 décembre 2021. Ce terme ne pourra être tacitement renouvelé. Avez-vous des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rajoutez que le prix donc a changé entre les années précédentes et 10 500 € toute taxe. 10 500. Il y a une erreur. Ouais. C'est 11 000. Donc je sais pas. Sur la note de synthèse, on a 9 300. Ah oui. Il y a eu un changement. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a la partie commerciale en plus. Voilà, ouais, c'est ce que des paddles dire. électriques. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà. Donc en fait, une discussion qu'il y a eu avec la personne qui l'exploite, où jusqu'à présent, il n'y faisait que des travaux, enfin en tout cas pas de vente, pas de commerce, on va dire, direct. Donc, vu qu'une partie va être utilisée en commercial, donc le prix au mètre carré sur une vingtaine de mètres, je crois, de mémoire, change, donc passe de 80, je crois, à 130 €, voilà, un truc comme ça. C'est pour ça qu'on arrive à une augmentation de 1000 et quelques ou 1000 €, je ne sais plus exactement. Voilà, c'était juste pour vous expliquer la différence entre l'année dernière et cette année. Je crois qu'on avait voté, hein, oui.
Donc, on passe à la question numéro 16. C'est Philippe Marcotte. Approbation de la convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'ANTAI. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Par délibération des 1er juin et 21 septembre 2017, la présente assemblée a décidé la nouvelle politique du stationnement payant sur notre territoire et fixé le montant du forfait post-stationnement. De même, elle a approuvé et autorisé Monsieur le maire à signer une convention dite cycle complet avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, qu'on appelle ANTAI, chargée d'opérer le recouvrement des forfaits post-stationnement, FPS. En effet, le FPS est édité par les agents communaux sur un terminal électronique adapté et apposé sur le pare-brise du véhicule concerné. L'automobiliste a 48 heures à compter de l'édition du FPS pour régler celui-ci à l'eurodateur par carte bleue ou espèce ou via les applications smartphone. En cas de non-paiement dans ce délai, l'ANTAI prend en charge, au titre de la convention précitée, la procédure de recouvrement du FPS. Celle-ci est effective dès sa transmission électronique par la collectivité à l'ANTAI, une fois écoulé le délai de 48 heures susmentionné. L'ANTAI est alors notamment chargée d'éditer les avis de paiement initiaux ou rectifiés suite à la procédure de recours évoquée ci-après, éventuellement personnalisés à la demande de la collectivité, de les affranchir et de les expédier au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou au domaine du locataire ou de l'acquéreur du véhicule. Le destinataire de l'avis de paiement initial ou rectifié dispose alors d'un délai de 3 mois suivant sa notification pour procéder à son paiement. Il dispose également d'un délai d'1 mois pour exercer un recours administratif préalable obligatoire, RAPO, auprès de l'autorité émettrice du FPS. Celle-ci dispose alors d'un délai d'1 mois à compter de la réception du RAPO pour se prononcer. En cas d'absence de réponse explicite dans ce délai, le RAPO est alors considéré comme rejeté implicitement. En ce cas, l'usager dispose d'1 mois supplémentaire pour saisir le juge siégeant au sein de la commission du contentieux du stationnement payant, CCSP. En cas de non-paiement du FPS dans un délai de 3 mois suivant la notification de l'avis de paiement, l'ANTAI est alors chargé de procéder à son recouvrement forcé. Un titre de recette exécutoire est émis par l'agence, agissant en qualité d'ordonnateur de l'État, dont le montant est égal à celui du FPS majoré de 20% du montant du FPS restant dû, sans que cette majoration ne puisse être inférieure à 50 €. La convention initiale avec l'ANTAI arrive à échéance le 31 décembre 2020. Il convient par conséquent de signer une nouvelle convention avec cette agence ayant le même objet pour une durée dont le terme est fixé au 31 décembre 2023. Il vous est ainsi proposé d'approuver le projet de convention avec l'ANTAI, si annexé, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Cette convention comprend 3 annexes. La première est relative aux conditions financières des prestations confiées à l'agence. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous tous. Juste, j'ai rajouté pourquoi faire simple quand c'est compliqué ou compliqué quand c'est simple. Donc, juste pour dire que c'était quelque chose qui était géré de manière différente. L'État en a voulu autrement. C'est devenu une usine à gaz. Mais malheureusement, on est obligé de faire comme ça. Donc, c'était bien plus simple avant. Mais bon, voilà. C'est considéré comme 2 occupations du domaine public. Donc, c'est la nouvelle manière de le traiter. Voilà. Merci Philippe, en tout cas. La question numéro 17, Madame Defont. Donc, c'est la dénomination du sentier du littoral dont on parlait tout à l'heure avec Monsieur Cornat, la promenade du littoral. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Suite à l'aménagement du sentier côtier qui relie la plage des Dauphins à la plage de Pardigon, il est opportun de dénommer ce linéaire afin de pouvoir le géolocaliser facilement, dans l'intérêt des usagers mais également des services de secours.
Lors de la commission de l'aménagement urbain, des grands travaux, de la transition écologique et de la mobilité du 9 octobre dernier, il a été proposé la dénomination suivante, Promenade du littoral. Il vous est donc proposé aujourd'hui de valider cette dénomination. Je suppose qu'il n'y a pas de questions. Enfin, avez-vous des questions? Oui, on aurait pu. Bon, allez, posez une question. Non? Bon. Donc, nous allons voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est presque du totalitarisme, ce que tu nous fais, ouais, Brigitte. Un peu. Merci, Brigitte. Qu'on a voté, juste... Oui, on a voté la question précédente. Voilà. Je voulais être sûr. Merci beaucoup. La question 19, c'est M. Alain Matiba qui va nous parler de l'approbation de la convention de mise à disposition de personnel de la commune de Cavalères-sur-Mer auprès de l'Office municipal de la culture. Bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Le présent rapport concerne la mise à disposition par la commune de Cavalères-sur-Mer d'un agent communal auprès de l'Office municipal de la culture. L'Office municipal de la culture de Cavalères-sur-Mer, association loi 1901, reconnu et agréé par la commune de Cavalères-sur-Mer en tant qu'organisme d'intérêt local dans le cadre d'une convention d'objectifs et de mission avec la commune, est chargé de l'enseignement des diverses disciplines artistiques telles que musique, peinture, dessin, chant, théâtre, écriture, etc. L'organisation de toute manifestation ou initiative susceptible de promouvoir auprès de la population cavaléroise la pratique des arts. Promouvoir toute activité culturelle qui émane de la population cavaléroise. Regrouper toutes les personnes intéressées par l'action culturelle de la commune. Organiser d'une façon permanente des manifestations culturelles telles que conférences, expositions, représentations, concerts. Collaborer avec les associations locales agissant dans le domaine de l'animation culturelle. Afin de participer au fonctionnement du dit Office municipal de la culture, il vous est proposé à la mise à disposition à titre onéreux d'un fonctionnaire de la commune à raison de 35 heures par semaine dans le cadre d'une convention pour une période de 1 an renouvelable et ne pouvant excéder la durée de la convention d'objectifs et de mission. Il s'agit d'un agent titulaire de catégorie C appartenant au cadre d'emploi des adjoints du patrimoine et qui remplira les fonctions suivantes au sein de l'OMC: garde des expositions et animations de l'association et d'autres structures pédagogiques où l'association pourra lui demander d'intervenir, telles que dans les écoles, les crèches, etc. Cet agent exercera les fonctions conformément au décret numéro 2006-1692 du 22 décembre 2006 concernant la sensibilisation, initiation, développement et promotion concourant à ces activités. Il est précisé que durant sa mise à disposition, ce fonctionnaire demeure dans son cadre d'emploi d'origine des adjoints du patrimoine en position d'activité. En conséquence, il vous est proposé d'approuver la convention de mise à disposition ci annexée et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Avez-vous des questions? Nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Alain. La question numéro 20, Madame Potvin. Autorisation de signature d'un avenant de convention de prestation de services avec la médecine du travail AIST 83 pour l'année 2021. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, recevez tous les remerciements de la part de Camille et Jade pour le traitement de la question numéro 7. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer avec l'association interprofessionnelle de santé au travail du Var, dite l'AIST 83, un avenant à la convention de prestation de services pour l'année 2021. Les tarifs facturés sont les suivants: 117,60 € par agent TTC. Ce forfait inclut donc toutes les prestations liées aux missions de l'AIST 83,
notamment les actions sur le milieu de travail, le suivi individuel de l'état de santé des agents, le conseil au mandat à ces agents et la traçabilité des expositions aux risques professionnels. Également, un tarif de 99 € TTC par rendez-vous pris pour la première visite ou examen d'un agent embauché après le 1er janvier 2021 au sein de l'établissement. Puis, une tarification de 49 € TTC pour la facturation de pénalités suite à l'absence non excusée d'un agent de 2 jours ouvrés avant la date de rendez-vous. Y a-t-il des questions ? Merci de procéder au vote. Contre ? Abstention ? Je vous remercie. Merci Anne. Donc nous en avons terminé des questions. Maintenant, je dois vous faire part des informations au conseil municipal sur les décisions que j'ai prises par la délégation que vous m'avez conférée au début du mandat. Concernant les marchés MAPA, attribution du marché 11/2020, marché de travaux d'aménagement d'un sentier littoral avec réalisation d'enrochement au droit de la parcelle AI 66 sur la commune de Cavalères-sur-Mer avec la SARL STG pour un montant de 71 784 € TTC. Travaux qui se réalisent en ce moment. En finance, virement du crédit numéro 2, dépenses imprévues, afin d'ajuster le chapitre du budget 11, charges à caractère général en dépenses de fonctionnement du budget principal 2020 pour un montant de 20 000 €. Cession d'une moto Yamaha TDR immatriculée 510 ADF 83 au prix de 890 €, pas plus, pas moins, à M. Éric Sorton. Sortons de là. Demande de subvention FRAL 2021 auprès du Conseil régional PACA afin d'aider à financer l'acquisition des documents pour la médiathèque pour un montant global de 27 000 € hors taxe. Rachat d'un caveau aérien de 2 places au cimetière communal pour un montant de 2 370 €. Excusez-moi. Cimetière communal, vente de concession de terrain pour un montant. Je ne vais pas y arriver. 14 000 €, pardon, 1400 € 50. Voilà. Bon, ceci dit, j'avais noté de ne pas oublier de vous souhaiter de bonnes vacances. Donc, c'est le dernier conseil municipal de l'année. Après, il va y avoir les vacances de Noël. Alors, certes, pas comme d'hab, ça va être compliqué. Donc, je vous demande de faire attention, de porter le masque, comme je dis souvent, même à ceux qui ne le portent pas, même si je ne le porte pas là. Mais autrement, vous ne m'entendez pas. Donc, je ne le porte exceptionnellement pas. Il faut le faire. Donc, on vous demande de ne pas vous réunir trop nombreux, de faire attention. Pensez à nos personnes les plus sensibles, à nos aînés qui peuvent l'attraper. Vous pouvez être porteur sain et l'amener. Et est-ce que ça soit plus compliqué pour eux? Je sais que c'est très compliqué. Je profite pour dire 2 mots. On en parlait aussi avec Esther tout à l'heure. Ce serait peut-être bien qu'on s'organise à Cavalères aussi pour demander à l'association des commerçants de nous organiser une petite manifestation sympathique pour venir aussi revendiquer toutes ces problématiques économiques. On entend parler de plein de choses. On nous a dit peut-être encore repousser l'ouverture des commerces qui sont fermés encore en ce moment. Est-ce qu'on peut tenir comme ça? Est-ce qu'on ne doit pas, à un moment donné, pas se rebeller, parce que j'aime pas ce terme, mais en tout cas faire prendre conscience au gouvernement qu'on doit aller un peu plus loin, que le modèle qu'ils appliquent est peut-être plus le bon, qu'il faut peut-être le changer, et il faut trouver d'autres solutions. Est-ce qu'on a le droit de sacrifier des commerçants pour le côté sanitaire? J'ai envie de dire oui, le sanitaire est très important et nous devons faire attention. Le vaccin arrive. Voilà. En tout cas, à mon sens, il faut demander au gouvernement de revoir son modèle et de faire quelque chose de différent. Je nous vois mal, par exemple, être reconfiné tout début janvier et nous dire vous allez rester encore enfermé 2 mois avec tout ce qui... Voilà. Je crois que le Français n'est plus prêt à tout ça et il faut qu'on le dise. Donc, je pense que peut-être si M. Guelfi m'entend, ce serait bien qu'on organise ensemble, avec bien entendu notre appui, quelque chose à Cavalères au moins pour exister. Voilà, je voulais le dire. Bonnes vacances, je vous l'ai dit. Joyeux Noël. Le reste, je ne peux pas encore vous le dire parce que ça porte malheur. Mais je vous souhaite en tout cas que du bonheur. Et puis, pour la date du conseil municipal, j'ai bien essayé de l'avoir auprès de M. Vecchi, mais il n'a pas voulu m'en donner. Donc, si vous n'avez pas...
C'est sûr, c'est peut-être pas prudent. Donc on n'a pas de date. Je vous donnerai le numéro de téléphone de M. Vecchi pour venir l'ennuyer, comme c'est de sa faute. Et puis en tout cas, de bonnes fêtes, que du bonheur, que de belles choses. Et merci à toutes et à tous d'être présents encore une fois malgré toutes ces contraintes.